Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Une semaine dans laquelle je vais évidemment parler de ce qui se passe à Rafah, des conséquences politiques en France. Je vais vous parler aussi des pénuries de médicaments et des pharmaciens qui sont en lutte sur ce sujet-là. Et puis, je vous parlerai de Marine Le Pen parce qu'elle a dit une dinguerie sur l'immigration et je veux vous en parler. Je commence par Rafah parce que c'est le centre de l'actualité politique internationale. D'ailleurs, il y a un slogan qui a commencé à émerger, c'est All Eyes on Rafah. Ça veut dire tous les yeux braqués sur Rafah. Il y a un enjeu que la communauté internationale regarde dans cette direction. Pourquoi ? Parce que le 24 mai, la Cour internationale de justice a demandé à Israël de stopper son offensive sur Rafah. Et quelle a été la décision d'Israël ? Eh bien, c'est d'accentuer sa pression et de faire des bombardements dans des camps de réfugiés. Et cette opération a tué de nombreux civils. Et notamment, vous avez peut-être vu ces images atroces, moi en tout cas je les ai vues. Elles ont tué un enfant en lui faisant perdre la tête et en l'explosant littéralement avec un bombardement. Ces images, elles sont absolument horribles, elles sont insoutenables et elles ont fait réagir cette fois-ci de manière très forte la communauté internationale, peut-être plus qu'avant, et je perçois une forme de changement de ton dans les médias, dans la vie politique française. Là où d'habitude les insoumis se faisaient beaucoup insulter, eh bien là d'un seul coup on voit que le ton semble changer un petit peu sur les plateaux télé. C'est largement dû aussi, et je veux vraiment vous en remercier, aux mobilisations qui ont eu lieu dans les rues de France, à Paris, à Marseille, un peu partout dans le pays. Il y a des gens qui ont décidé de se mobiliser, d'être présents dans les rues pour porter le message du cessez-le-feu, pour porter la revendication de l'arrêt des bombardements à Rafah. Et ça, c'est indispensable parce que c'est en se mobilisant qu'on met une pression politique sur notre gouvernement qui lui a ensuite la possibilité de mettre une pression politique sur Israël. C'est ça l'objectif de ces mobilisations et c'est la raison pour laquelle elles sont si importantes. Par ailleurs, le signal que ça envoie au monde entier, c'est que la France, qui est encore perçue, même si nous on ne le vit pas comme ça, mais c'est encore perçu comme le pays des droits de l'homme et du citoyen, bien que notre pays envoie le signal qu'il est temps que ça s'arrête, que les massacres s'arrêtent à Gaza et qu'on en vienne au cessez-le-feu. Alors je veux dire aussi au passage une chose, parce que j'entends beaucoup de mensonges sur la position des insoumis sur le sujet. Vous avez peut-être entendu, les macronistes, ils disent ça sans arrêt, vous dites rien sur les otages, vous dites rien sur les otages. Or c'est faux, depuis le début on demande la libération des otages avec le cessez-le-feu. Celui qui se fiche de la libération des otages, et je veux le dire d'une manière très claire, c'est Benyamin Netanyahou, parce qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de faire un cessez-le-feu et justement d'obtenir la libération des otages en échange de prisonniers politiques palestiniens. Eh bien, il l'a refusé systématiquement. Et aujourd'hui, les familles des otages disent qu'il va falloir se débarrasser de Netanyahou, changer de pouvoir politique pour pouvoir obtenir la libération des otages. Les Israéliens se mobilisent contre Netanyahou pour obtenir la libération des otages. Les députés de gauche israéliens disent que Netanyahou ne fait rien sur les otages parce que c'est son moyen de se maintenir au pouvoir. Vous imaginez si c'était les insoumis qui disaient ça en France ? C'est ce que je vous dis parce que je vous transmets ce que disent les Israéliens qui sont mobilisés contre Netanyahou. Et moi, je suis de leur côté. Moi, les gens qui veulent dégager Netanyahou et mettre en place un autre pouvoir politique qui aille vers un cessez-le-feu et qui permette la libération des otages et qui se retire de la bande de Gaza, eh bien moi, je suis favorable à ça. Donc, il y a eu cette opération sur Rafah. Et enfin, il y a des réactions qui ont un petit peu dépassé le cadre des gens qui étaient déjà mobilisés sur cette question. Je vois d'un très bon œil aussi que les influenceurs et les influenceuses soient en train de se mobiliser sur ce sujet-là. Parce que c'est indispensable en fait. Les influenceurs et les influenceuses, je m'adresse à vous, vous avez un rôle considérable dans la vie politique de notre pays. Parfois peut-être sans même toujours voir que vous avez cette influence politique très forte sur plein de gens. Et quand vous dites quelque chose, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent d'un œil différent que si c'est un politique qui le dit. Parce qu'on va se dire, un politique, quand il dit quelque chose, peut-être que, je sais pas, ça peut être malhonnête. Parce que les gens, ils ont l'impression que la politique, c'est malhonnête. Moi, j'ai un engagement. Je considère que mon engagement, il est honnête et je me bats pour des idées. J'essaye de les porter. Et vous, les influenceurs et les influenceuses, quand vous tenez des propos, eh ben, vous êtes vus comme plus objectif. Alors, je ne sais pas si vous l'êtes ou pas, vous avez vos convictions politiques personnelles et sans doute vous allez voter. Mais quand vous prenez la parole, il y a plein de gens qui vous écoutent en se disant « Ah, j'avais pas regardé ça comme ça, j'avais pas vu ça comme ça ». Et qui se disent peut-être les insoumis, de toute façon, je les écoute pas parce que dans les médias, on dit que nos positions sont des mauvaises positions, ce qui est faux. Hein. Vous pouvez aller regarder nos positions et constater ce qu'on raconte vraiment sur tous les sujets. Et moi, je vous invite à faire ça, à vous renseigner par vous-même sur ce qu'on dit.
aujourd'hui, et vous verrez que c'est pas ce qui en est résumé dans les médias, mais quand vous, les influenceurs et les influenceuses, vous prenez la parole sur des sujets qui sont des sujets politiques, qui ont des influences politiques, et bien là, vous êtes écoutés. Donc moi, j'appelle celles et ceux qui sont particulièrement touchés par cette question à agir, à parler, à porter cette question sur la scène publique, parce que vous pouvez mettre en mouvement beaucoup de gens. Et comme je vous l'ai dit au début, mettre en mouvement, se mobiliser dans la rue, c'est un des moyens les plus efficaces de faire pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Alors vous avez peut-être vu que nous, les Insoumis, on a eu un événement cette semaine à l'Assemblée nationale qui est en rapport avec ça. Il y a eu les mobilisations du début de la semaine et puis lors d'une séance de questions au gouvernement, il y a un de nos députés, un des membres de mon groupe, et je dois dire c'est une vraie fierté, c'est Sébastien Delogu. Il s'est levé et il a brandi le drapeau palestinien dans l'hémicycle. Alors là, tollé général, où Madame Braun-Pivet s'est énervée et elle a suspendu la séance pour convoquer un bureau de l'Assemblée nationale pour lui mettre, accrochez-vous, la plus lourde sanction possible de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une exclusion de l'Assemblée pendant 15 jours. Vous avez des images qui sont des images atroces, des images abominables, et on sanctionne le député qui brandit le drapeau du peuple qui justement n'a pas d'État et qui demande un État, et qui se fait bombarder. Moi je dois dire, je l'ai dit d'ailleurs sur un plateau télé, je comprends même pas comment c'est possible en fait. Et je me dis, l'image que ça renvoie de la France, c'est une image abominable. Dans la patrie des droits de l'homme, on brandit un drapeau palestinien parce que les Palestiniens se font bombarder. Et qu'est-ce que c'est la conséquence? C'est que la personne qui a brandi le drapeau se fait punir de la plus lourde sanction. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, qu'il soit sanctionné, pourquoi pas? Parce que c'est pas dans le règlement et si tout le monde se met à brandir des drapeaux, évidemment, ça va être le bazar. Mais quand même, la plus lourde sanction pour avoir brandi un drapeau, on est en train de parler d'enfants qui se font tuer par des bombardements et c'est lui qui se fait sanctionner. Il y a plein de gens qui ont été hyper choqués par ça. Mais c'est pas étonnant parce que Yael Braun-Pivet, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a mis le plus de sanctions de l'histoire de la Ve République. C'est pas très compliqué. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, alors c'était pas elle avant, il y avait Richard Ferrand, mais c'est la même idée. Depuis l'élection de Macron en 2017, il y a eu plus de sanctions, mais attendez, beaucoup plus de sanctions que depuis le début de la Ve République. En gros, la Ve République, c'est 1958, et depuis cette date-là, il y a eu à peu près 150 sanctions. J'arrondis parce que les derniers chiffres sont pas à jour, vu qu'ils n'arrêtent pas de mettre des sanctions, les derniers chiffres sont pas à jour. Donc on est autour de 150 sanctions. Eh bien, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y en a à peu près 120 qui ont été mis. C'est-à-dire depuis 1958, 150 sanctions, depuis 2017, 120. Vous imaginez l'autoritarisme? Parce que ce que ça dit, ces sanctions, et évidemment, qui c'est qui se les prend les sanctions? C'est les Insoumis. Hein. Moi, j'en ai pris 2, par exemple. J'en ai pris une pour avoir chanté la Marseillaise dans l'hémicycle en m'opposant au 49.3 sur la réforme des retraites. Et puis j'en ai pris une pour avoir rappelé que le parti de Marine Le Pen avait été fondé par des collabos et par des Waffen-SS. Donc vous voyez que j'ai pris une sanction qui est clairement politique. On m'a puni pour avoir chanté la Marseillaise contre la réforme des retraites et on m'a puni pour avoir dit que Marine Le Pen c'était les descendants de Vichy, et vous allez voir à la fin de la vidéo, parce que je vais vous en parler, que je suis tout à fait dans le vrai sur ce sujet-là et que moi, vous pouvez me sanctionner tant que vous voulez, je ne changerai pas ni de parole, ni de mots, ni de comportement dans l'Assemblée nationale parce que j'ai été élu pour porter la parole du peuple, pas pour porter la parole des macronistes. Ça, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai été élu pour porter une parole politique dans l'Assemblée et je la porterai, que vous le vouliez ou non, Madame Braun-Pivet et les macronistes. Mais voilà. Il y a un autoritarisme qui est en train de s'exprimer de plus en plus. Il s'exprime dans la rue avec les répressions des manifestations. Il s'exprime dans la rue aussi avec les interdictions de manifestations qu'il y avait au début. Il ne faut pas l'oublier non plus qu'au début, ils ne voulaient pas qu'on manifeste pour la Palestine. Moi, je n'ai pas oublié, hein, je retiens. Hein. Et il s'exprime aussi par ce genre de sanctions, ce genre de mesures à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Moi, je dis c'est la honte. Parce que là, en ce moment, il y a plusieurs pays qui sont en train de reconnaître la Palestine et qui sont des pays européens. Il y a l'Irlande, il y a la Norvège, il y a l'Espagne qui sont en train de reconnaître la Palestine. Et ça serait l'honneur de la France que d'être à la pointe de ce combat-là. Ça serait l'honneur de la France que de se poser comme un espèce de bouclier pour les Palestiniens. Bah non, on est là, on tergiverse. Alors à l'ONU, on a voté pour la reconnaissance de l'État palestinien. Et dans l'Hexagone, Monsieur Macron, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait rien? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de porter justement maintenant la reconnaissance de l'État palestinien? Moi, je suis assez outré par tout ça et je veux conclure sur ce sujet palestinien parce que vous avez peut-être entendu aussi que maintenant, alors c'est le pompon, maintenant ils disent les Insoumis font de la récupération politique sur le sujet de la Palestine. Mais moi, je
mais les bras m'en tombent, quoi. Je ne sais pas comment on peut avoir un tel niveau de mauvaise foi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a défendu une position depuis le début qui est cessez-le-feu, libération des otages. Depuis le début, depuis le 7 octobre, on est sur cette position-là. Et on nous a fait passer pour n'importe quoi, des antisémites, les porte-paroles du Hamas, les amis des terroristes, bla 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 bla. Tout ça pour faire une chose, permettre à M. Netanyahou de bombarder tranquillement et de tuer 40 000 personnes, dont principalement des femmes et des enfants. C'est ça l'objectif, de faire en sorte qu'il soit impossible de critiquer M. Netanyahou. C'est ça l'objectif, de faire en sorte que chaque fois que vous critiquez la politique de Netanyahou, vous êtes assimilé à l'antisémitisme, alors que précisément il s'agit de combattre une personne qui est d'extrême droite et qui a une logique raciste dans son action politique. Donc vous voyez que c'est une inversion des valeurs, et c'est une inversion des valeurs permanente. Mais on nous dit donc, maintenant que tout le monde vient sur nos positions politiques, on nous dit, vous faites de la récupération politique parce que vous centralisez le sujet de la Palestine. Mais enfin, je suis désolé, qui a centralisé le sujet de la Palestine dans l'élection européenne? Ce sont les macronistes, ce sont les lepénistes qui nous ont pointé du doigt en disant « Ah, mais vous défendez les Palestiniens pour des logiques communautaristes. » Je vais aller jusqu'au bout de l'idée. Qu'est-ce que c'est leur idée? C'est que donc, on défend les Palestiniens parce que ce sont des musulmans et qu'en France, il y a des gens qui sont musulmans et que tous les musulmans seraient favorables à la Palestine et que donc, on a une logique communautariste parce qu'on s'adresse aux musulmans. Voilà, c'est le résumé global de ça, c'est ça. Mais ça n'est pas une question de religion, ni une question de religion musulmane, ni une question de religion juive. C'est une question de territoire, c'est une question de colonisation. C'est la question d'un État qui est l'État d'Israël et qui veut coloniser son voisin, qui colonise son voisin dans la bande de Gaza. Et oui, c'est une colonisation parce que l'ONU considère que le fait qu'Israël contrôle ce qui entre et ce qui sort de Gaza, ça fait partie d'une logique coloniale. Et aussi en Cisjordanie, où ce n'est pas le Hamas qui est au pouvoir. Et en Cisjordanie, en ce moment, il y a des colons qui profitent de la guerre à Gaza pour s'installer, pour tuer des gens en Palestine et pour mettre des maisons et coloniser. Voilà, c'est ça qui se passe, c'est une logique de territoire. Donc, nous, on défend le droit international sur ce sujet-là. Et ceux qui ont centralisé la question palestinienne dans l'élection européenne, ce n'est pas nous. Nous, ce qu'on a fait, c'est porter la candidature de Rima Hassan pour que le sujet puisse exister dans une campagne européenne, parce que nous avions peur que la guerre ait lieu et qu'il n'y ait personne qui en parle en France, que ce ne soit pas un sujet, que bon, voilà, on tue des gens, et puis c'est pas si grave, après tout, c'est des Palestiniens. Vous savez comment sont les médias sur le sujet de la guerre. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est qu'au moins la question puisse exister. Mais ceux qui l'ont centralisé, c'est-à-dire ceux qui en ont fait l'enjeu central de l'élection européenne, ça n'est pas nous, c'est nos adversaires en nous crachant dessus sans arrêt. Mais maintenant, ils l'ont fait. Donc, le vote du 9 juin contient de manière très forte cette question-là. Et si vous voulez soutenir ceux qui, depuis le début, ont parlé du cessez-le-feu et de la libération des otages, c'est pour la liste de la France Insoumise et de Manon Aubry qu'il faut voter. Et c'est pas de la récupération politique, c'est de la logique politique compte tenu du fait que nos adversaires ont mis cette question sur la table et l'ont centralisée en disant que voter pour notre liste, c'était voter pour la Palestine. Et bien maintenant, ils l'ont dans l'os d'une certaine manière. Ayant centralisé cette question-là, ayant dit ça à propos de notre liste, eh ben, ils vont devoir se manger une liste qui défend effectivement la création d'un État palestinien. C'est la nôtre, c'est celle de Manon Aubry, c'est celle de la France Insoumise. Et au cas où vous ne le savez pas, voilà le bulletin de vote dont il faut se saisir pour voter pour Manon Aubry le 9 juin. Ce bulletin de vote, il va être à choisir au milieu de 38 bulletins de vote. Donc c'est pour ça que je vous le montre, pour que vous soyez capable de trouver rapidement où il est. C'est ça notre bulletin de vote, la France Insoumise, Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon. Et mettre ce bulletin de vote dans l'urne, c'est permettre de faire élire Rima Hassan au Parlement européen. C'est permettre de dire que vous soutenez la France Insoumise dans les positions et les propositions qu'elle a faites sur ce sujet précis. Et je les répète de manière très simple, cessez-le-feu, libération des otages, reconnaissance de l'État palestinien. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est les positions qu'on défend depuis le début. Et vous savez quoi? On va continuer à les défendre après l'élection européenne et on ne va pas changer d'avis après l'élection européenne. On n'est pas des gens qui changent d'avis. Non, non, on va continuer. Et si jamais la guerre continue, et la guerre va continuer, eh bien nous allons continuer les mobilisations. Et on ne s'arrête pas juste après l'élection européenne. On continue les mobilisations. On continue à mettre la pression sur Netanyahou. On continue à mettre la pression sur Macron et sur les macronistes pour que la France reconnaisse l'État palestinien parce que c'est un enjeu majeur de notre temps. Et j'ai la fierté d'être dans un groupe politique et dans un groupe parlementaire qui est du bon côté de l'histoire sur ce sujet, qui est du côté du peuple, qui est du côté de ceux qui se prennent les bombes et pas du côté de ceux qui les lancent. Voilà, moi c'est ça l'honneur que je défends dans cette élection
européenne en soutenant la candidature de Manon Aubry et en essayant de faire en sorte que Rima Hassan soit élue pour porter aussi cette question au Parlement européen. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. J'ai fait un peu long, mais c'est un sujet en même temps qui est majeur dans ce moment politique. Mais je veux vous parler d'autres sujets parce que justement, c'est l'élection européenne et qu'il y a des sujets qui sont directement en lien avec l'élection européenne dont on parle malheureusement pas assez à mon goût. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, il y a une mobilisation des pharmaciens. Incroyable parce que les pharmaciens, c'est pas ceux qui se mobilisent le plus généralement. Et là, ils sont à bout, ils en ont ras-le-bol, ils en ont marre des conditions d'exercice de leur profession. Et l'un des problèmes qu'ils soulèvent, c'est un problème d'intérêt général. C'est la question de la pénurie de médicaments. Et ça, justement, c'est aussi un sujet européen. Parce que, avec les règles de libre-échange, avec les logiques qui consistent à toujours délocaliser les productions, eh bien, nous sommes devenus petit à petit, nous, la France, dépendants d'autres pays sur la question des médicaments. Nous, la France, qui étions reconnus comme un pays qui est un pays leader en matière de santé, grâce à la sécurité sociale qu'on a mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, grâce à nos laboratoires, et on est le pays de Pasteur quand même en France, donc on a une histoire qui est liée à l'histoire médicale. Les chercheurs et les docteurs français sont reconnus dans le monde entier comme étant parmi les meilleurs. Et bien, petit à petit, on est en train de faire s'effondrer notre pays sur les questions médicales à cause de politiques stupides qui ont été mises en place dans les dernières années, à commencer par cette stupidité de numerus clausus. Et on est en train de s'effondrer dans tous les domaines, alors même qu'on gorge d'argent public des entreprises comme Sanofi qui, normalement, devraient assurer notre souveraineté en matière de médicaments. Bon, voilà, c'est un sujet majeur que la pénurie de médicaments, et c'est un sujet sur lequel on peut agir au niveau européen aussi, en faisant en sorte qu'on atteigne une autonomie en matière de médicaments au niveau européen. Quand même que la France, par exemple, soit plus capable de produire en quantité suffisante du paracétamol, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le Doliprane. Je ne sais pas si vous voyez le niveau d'abaissement de notre pays que ça représente, mais moi je suis outré de voir ça. Et bah aujourd'hui, les pharmaciens se mobilisent par exemple sur cette question-là, et moi je dois vous dire, j'en ai un peu ras-le-bol en fait, parce que la pénurie de médicaments, c'est un truc qui touche plein de gens, et notamment les parents. Moi, je vous raconte une histoire, mais moi, je suis jeune parent. J'ai dû aller acheter des médicaments pour mon gamin. Impossible de trouver le médicament pour le guérir c'était un truc dans la bouche, un machin qui peut s'enlever assez facilement, un petit champignon qui peut s'enlever assez facilement, que les gamins ont souvent, parce que comme ils attrapent plein de trucs, et ben voilà, ils attrapent des champignons. Impossible de trouver le machin pour lui enlever ça. Vous vous rendez compte du niveau? Et vous êtes parent, vous n'avez déjà pas beaucoup de temps, vous devez faire 15 pharmacies pour aller enfin trouver le médicament. C'est lunaire que la France en soit réduite à ce niveau-là de développement vis-à-vis d'un sujet sur lequel normalement elle devrait être en force sur ce sujet-là. Bon voilà. Donc je voulais vous parler de cette mobilisation-là et vous dire aussi qu'en votant pour la liste de Manon Aubry le 9 juin, c'est un des sujets que vous pouvez porter dans cette élection européenne. Et moi je vous invite à aller regarder notre programme parce qu'on parle beaucoup évidemment de la question palestinienne. Je vous ai dit pourquoi, parce que c'est les autres qui ont décidé de la centraliser. Mais nous on a un programme qui est un programme complet qui porte des questions en matière de souveraineté, qui porte des questions en matière de droits sociaux, qui porte des questions en matière de droits environnementaux et qui combat fortement le libre-échange. Voilà, ça c'est un programme que vous pouvez trouver en ligne facilement. On va vous mettre le lien dans la description puis en commentaire épinglé. Et puis vous pourrez trouver notre programme. Il est accessible en ligne. Dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est Marine Le Pen. Parce que alors là, elle a vraiment sorti une dinguerie sur l'immigration. Je vous lis ce qu'elle a dit. Elle a dit « Je ne pense pas que l'immigration enrichisse la France. Je pense même exactement l'inverse. » Alors quand même, celle-là, elle est gratinée parce que Jordan Bardella se trouve être un descendant d'immigrés, comme moi. En fait, comme plein de gens. Parce qu'une personne sur 3 dans notre pays est un descendant d'immigrés. Voilà. Il y a une personne sur 3 dans notre pays a des ancêtres qui ne sont pas nés en France. Et vous savez quoi? Eh bien, ça enrichit la France d'avoir des gens comme ça. Parce que ça l'enrichit sur plein de domaines. Ça l'enrichit déjà sur le plan économique. Et Marine Le Pen est une mauvaise économiste. Parce que l'immigration rapporte beaucoup plus qu'elle ne coûte pour une raison simple. C'est que les immigrés travaillent et payent des cotisations dont parfois ils ne voient pas le fruit. Parfois, ils payent des cotisations dont ils n'ont pas le bénéfice. Et ça, c'est un scandale. Et vous savez quoi? C'est dans le programme de Marine Le Pen de faire ça. Que les immigrés qui travaillent payent des cotisations et n'aient pas le droit aux cotisations qu'ils touchent, c'est dans le programme de Marine Le Pen. Vous savez comment elle appelle ça? Elle appelle ça la préférence nationale. C'est ça, la préférence nationale, c'est tu fais bosser les immigrés et ensuite, les Français qui ont la nationalité française, eux ont le droit de toucher le bénéfice des cotisations payées par les immigrés qui travaillent. Voilà ce que c'est que la préférence nationale de Marine Le Pen. Est-ce que vous trouvez que c'est une idée française?
Ben non, parce que c'est une idée qui est contraire à deux principes fondateurs de la République française, égalité et fraternité. C'est que nous, on considère que, c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et bien, quand les immigrés travaillent dans notre pays, payent des cotisations, ils doivent avoir les mêmes droits que les Français et ils doivent aussi avoir un bénéfice, une reconnaissance sociale parce qu'ils sont utiles à notre pays. Ils enrichissent notre pays, Madame Le Pen, contrairement à ce que vous dites. Et puis, il y a aussi sur le plan culturel, et moi j'en ai vraiment marre, que sans arrêt, on parle de l'immigration de manière négative. Les immigrés, mon Dieu, c'est la submersion migratoire. Mais enfin, ça fait des années et des années et des années qu'il y a de l'immigration sur notre sol. Notre pays s'est construit comme ça. Je suis le fruit de cette immigration. Toi, derrière la caméra, c'est possible que tu aies des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui sont immigrés, italiens, espagnols, polonais, portugais, belges, ce que tu veux, algériens, marocains, tunisiens. De la terre entière sont venus des gens pour venir dans notre pays. Et vous savez quoi? Ça fait des Français magnifiques. Pour une raison simple, c'est parce que la France est une nation politique. Ce que nous défendons avec l'idée de république, c'est qu'une personne égale une voix. Notre égalité, notre citoyenneté, c'est cela qui nous définit comme Français. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans l'isoloir, par exemple le 9 juin, eh bien, votre voix vaut autant que celle de Bernard Arnault. Votre voix vaut autant que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez musulman, catholique, sans religion ou juif. Ce qui nous définit comme égaux, ce qui nous définit comme Français, c'est notre rapport à ceci, à la République française. Liberté, égalité, fraternité, une personne égale une voix. Voilà le sens de la France. Et aux personnes qui disent, parce que j'entends ça parfois, moi j'entends les gens dans l'Assemblée nationale qui sont du Rassemblement national ou des Républicains ou de la Macronie, parce que la Macronie, elle a complètement viré sur les idées de Marine Le Pen. Je les entends dans l'Assemblée nationale. Ils disent, ça se passait mieux avant l'immigration. Ça se passait pas mieux avant l'immigration, parce qu'il y avait déjà des gens comme Madame Le Pen qui n'aimaient pas les immigrés. Parce que moi, quand ma famille allait arriver, par exemple, d'Italie, les choses qui étaient mises sur les parcs, à l'entrée des parcs, c'était interdit aux chiens et aux Italiens. Vous voyez, ce genre de propos, c'est vachement bien. Hein. Il y avait déjà des gens qui ne voulaient pas des Italiens. Et puis dans d'autres endroits, il y avait des gens qui ne voulaient pas des Portugais. Et puis, j'ai une partie de ma famille qui vient de Belgique aussi. Il y avait des ratonnades contre les Belges. Des gens qui pétaient la gueule des Belges parce qu'ils disaient qu'ils prenaient le travail des Français. Vous voyez, il y a toujours eu des racistes quand il y a des immigrés. Il y a toujours eu de la xénophobie. Mais à la fin, ça fait un pays merveilleux et les descendants d'immigrés sont des Français souvent patriotes, fiers de leur pays, qui aiment cette culture particulière, qui est une culture républicaine, révolutionnaire, dont on est très fiers. On est très fiers que notre pays soit reconnu comme le pays des droits de l'homme à l'international. C'est une fierté nationale et internationale. Alors pourquoi essayer de transformer notre pays en l'inverse que le pays des droits de l'homme en votant pour Madame Le Pen ou pour Jordan Bardella? Ça n'a pas de sens. C'est aller contre notre identité nationale que de voter Bardella et de voter Marine Le Pen ou de voter Zemmour ou Marion Maréchal. C'est des gens qui veulent détruire notre identité nationale précisément en la transformant en autre chose, en la transformant en la suppression du droit du sol. Ça, c'est dans le programme actuel de Marine Le Pen et de M. Zemmour. Suppression du droit du sol. Vous savez, c'est qui a fait ça la dernière fois? C'est Pétain. C'est Vichy. Et moi, quand je l'ai dit à l'Assemblée nationale, eh bien précisément, c'est là que j'ai pris une sanction. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, parce que je ne peux pas laisser passer ça sans rien dire. Parce que c'est notre histoire, à vous qui me regardez, à moi qui suis en train de parler, c'est notre histoire. Notre histoire s'est construite sur l'immigration. Et il faut la défendre avec fierté, cette histoire d'immigrés. Parce qu'on n'est pas en train de dire qu'on n'aime pas notre pays, c'est l'inverse. On est en train de dire qu'on aime notre pays parce qu'il nous a accueillis et parce qu'il a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, y compris en nous formant, en nous emmenant à l'école, en nous emmenant, quand on a la chance, à l'université, dans les études supérieures. Et ça, c'est une fierté, et c'est magnifique, et ça rayonne dans le monde entier, et il faut le défendre. Et le défendre le 9 juin, c'est voter pour la liste de Manon Aubry plutôt que pour celle de Bardella, parce que ça sert à rien de voter Bardella. Et pour le coup, ça sert de voter Manon Aubry. Je vous ai dit pourquoi c'est ce programme-là qu'on va porter. Si vous avez trouvé celui de Bardella, bon courage à vous, parce qu'à part « Ah bah les immigrés », j'ai pas entendu grand-chose des propositions de Marine Le Pen ou de Marion Maréchal. D'ailleurs, c'est à peu près la même idée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous donne un petit rendez-vous si vous êtes en Essonne ou autour de l'Essonne. On va faire un meeting à Évry avec Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Farida Amrani et Béranger Cernon. Ce meeting aura lieu mardi 4 juin à 19 h, salle Claude Nougaro. Et vous savez quoi? Eh bien Claude Nougaro aussi, c'était un descendant d'immigrés. Sa maman était italienne. Voilà. Et ben vous voyez, l'immigration, ça fait des Claude Nougaro. C'est quand même vachement bien, non?
Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Le 9 juin, pensez bien à voter pour Manon Aubry et pas pour Jordan Bardella, parce que ça sert à rien de voter Bardella, mais ça sert de voter Manon Aubry. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Déjà parce que nous, ça nous fait plaisir de voir ce que vous en dites dans les commentaires. Et puis ensuite parce que ça aide aussi pour l'algo, hein, on va pas se mentir. Donc mettez plein de commentaires pour aider l'algo. Et puis mettez aussi des petits pouces bleus, c'est pareil, ça aide l'algorithme et ça nous fait permettre de faire monter la vidéo et qu'il y ait plus de gens qui la voient. Donc voilà, on compte sur vous pour mettre des petits commentaires, des petits pouces bleus et vous abonner à la chaîne parce que ça aide et ça aide à la diffusion et c'est surtout ça qui est important. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.